Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus scientifique, qui va parler des circuits qui se passent dans l'anxiété. Donc, les zones cérébrales sont interconnectées, donc sont liées. Et spécifiquement ici, je vais parler du système limbique. Donc, ce système, il est conçu comme un composant qui est essentiel pour le cerveau. Émotionnel surtout, où il y a des structures qui sont sous-corticales, comme ici vous voyez thalamus, hippocampe, hypothalamus par exemple, qui interagissent avec le cortex cérébral, donc par exemple lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal, lobe occipital. Et spécifiquement dans ce système limbique, on a l'amygdale, vous pouvez voir au centre. Amygdale, c'est une structure qui détecte les menaces. Il est situé donc à côté de l'hippocampe aussi, qui est plus axé dans la mémoire, entre autres, et interconnecté avec d'autres composants du système limbique. L'amygdale est responsable de nombreux aspects des émotions, y compris la reconnaissance des expressions faciales, de la peur et des souvenirs qui sont liés à ton anxiété des événements qui ont été perçus comme menaçants. Par ailleurs, le système limbique et l'amygdale aussi peuvent enregistrer des stimuli émotionnels et initier donc des réponses physiologiques et comportementales. Même si ce sont des choses qui sont passées dans le passé, le corps va s'en rappeler et activer des changements, des réponses physiologiques et comportementales. Donc, l'amygdale est fortement impliquée dans la régulation émotionnelle lorsque le danger est perçu, et elle va envoyer un signal de détresse à l'hypothalamus qui va stimuler le système nerveux sympathique et déclencher une cascade d'hormones, aboutissant à une libération de cortisol par le cortex surrénalien, qui est situé au-dessus des reins. Comme vous pouvez voir dans le schéma, c'est toute menace perçue, hop, amygdale détecte, puis il y a tout un bric-à-brac qui se passe, qui envoie des signaux à plein de structures et qui vont libérer des hormones pour faire face à la menace. Ce qui se passe, les risques qui peuvent arriver, c'est que ça semble être lié à une libération anormale d'hormones de stress par l'axe hypophyso-surrénalien. Si nous savons, ça provoque de l'anxiété et de la dépression, mais ça va affecter également tous les autres systèmes: digestion, système immunitaire, l'humeur, les émotions, la sexualité, ainsi que le stockage, l'utilisation des mitochondries, donc de l'énergie, car l'axe qui est impliqué ici implique une gamme complexe de fonctions. Donc l'anxiété, c'est une expérience qui est subjective en réponse à une menace réelle ou perçue via des projections vers l'hypothalamus, donc des structures qui sont sous-corticales, le cortex visuel, le cortex préfrontal, qui sont des structures cérébrales, corticales. La perception de la menace, ça dépend de la personne et du système nerveux de la personne, qui peut percevoir des menaces concernant soit toi-même en fait, soit le monde extérieur, ou qui sont liées à l'avenir. Cette perception de la menace déclenche une réaction qui est physiologique, donc associée à une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle. Tu peux commencer à transpirer, avoir un sentiment d'hypervigilance, et ça va exacerber l'activation de réponses sympathiques, donc de fuite ou de combat. Et dans certains cas, les symptômes d'anxiété peuvent persister, même après une disparition de la menace. Et c'est surtout ça le problème. Donc ici, dans ce schéma, on peut voir donc les réponses à la peur, des comportements liés à l'anxiété, ainsi que les mécanismes hormonaux, donc, qui sont responsables de l'hyperactivité de cet axe. HPA axis, donc les surrénales, l'hypophyse et voilà, en réponse à une menace. Donc lorsque le cerveau reçoit un signal de menace, l'hypothalamus activé par l'amygdale déclenche une libération de
corticotrophine d'hormones. Et ces hormones vont activer la glande pituitaire, qui contrôle finalement les autres glandes endocrines et la réponse hormonale du corps au stress. Donc le cerveau, c'est l'organe crucial en réponse à l'anxiété. C'est important d'avoir ce mécanisme-là pour faire face à un danger, sauf quand il est activé H24. Donc il est crucial parce qu'il détermine ce qui est potentiellement menaçant et donc stressant, et il régule également les réponses comportementales, physiologiques aux expériences potentiellement stressantes. Et donc ça détermine aussi comment est-ce que tu vas répondre émotionnellement, en utilisant déjà les informations stockées, donc les informations que tu as eues déjà lors de ta vie, des événements passés, qui sont gardés en mémoire. C'est pour ça qu'il y a l'hippocampe. L'hippocampe et l'amygdale donc régulent cet axe, hypophyso-surrénalien, qui module cette réponse de combat ou de fuite. L'hypothalamus, il communique également avec le reste du corps par le système nerveux pour réorienter toutes les ressources énergétiques du corps donc vers cette réaction de combat ou de fuite pour faire face à cette menace. Et donc on a tout un système neuro-endocrinien donc qui se met en place et qui va réguler les réponses pour garder cet équilibre physiologique dans ton corps, pour garder cette homéostasie. On sait que l'axe hypophyso-surrénalien régule divers processus corporels, c'est un composant vital de donc, la réponse neuro-endocrinienne du corps et des changements comportementaux dans la médiation de la peur et de l'anxiété. Donc lorsqu'une menace est perçue, le corps va réagir en sécrétant des hormones de stress dans la circulation sanguine, pour résumer, et ces hormones sont des substances chimiques qui transmettent des messages dans tout le corps via la circulation sanguine. Ça va déclencher des réponses spécifiques à l'anxiété. Donc en gros, l'hypothalamus active la glande pituitaire, déclenche la sécrétion de plein d'hormones. Ensuite, les récepteurs des glandes surrénales vont détecter ces niveaux élevés d'hormones, ce qui va stimuler également cette hormone que vous connaissez tous, la sécrétion de cortisol. Et une petite distinction à faire, c'est l'anxiété, c'est différent de la peur, mais la peur est impliquée dans l'anxiété. L'anxiété, c'est plutôt anticiper, avoir peur d'une menace future qui est réelle ou non, alors que la peur, c'est une réponse qui est vraiment immédiate face à un danger réel. L'anxiété implique l'anticipation d'une menace future, donc c'est basé sur la peur. Ça peut survenir de manière inattendue, même en l'absence de danger réel. Des personnes qui ont une sensibilité accrue à l'anxiété vont réagir à ces sensations avec une peur intense et un besoin très pressant de fuir une situation dangereuse, alors que ça se trouve elle n'est peut-être pas dangereuse, mais elle est perçue comme dangereuse. Donc l'aspect fondamental de l'anxiété, c'est l'incertitude, qui a un effet du coup négatif sur l'estime de soi. Ça mène à l'insécurité, beaucoup d'inquiétude, baisse de la confiance en soi. Donc l'anxiété et l'insécurité, sont des peurs de menaces plutôt abstraites qui entravent la capacité à atténuer les sentiments et les impacts négatifs sur toi, et du coup t'as un sentiment d'impuissance et d'isolement. Et du coup tu te replies sur toi et ça peut mener à beaucoup de solitude. Donc c'est important de noter aussi que le processus, c'est toujours des mécanismes physiologiques et psychologiques, et les deux à la fois, tout est lié. On a un changement physiologique, puis les pensées qui arrivent, puis même tes pensées peuvent activer de nouveau ces changements physiologiques, c'est un cercle vicieux. Face à des événements qui sont stressants ou des menaces que tu perçois qui sont constantes, et ça va s'intensifier au fil du temps jusqu'à ce que, par exemple, c'est un intro et tu vas avoir des crises de panique qui vont arriver soudainement. Les symptômes sont causés par des sentiments d'appréhension extrême face à un danger imminent, même en l'absence de danger réel. Donc ça a quand même un impact assez destructeur sur le long terme, avec l'excrétion de toutes ces hormones sur tous les systèmes, système immunitaire, système digestif.
même sur le système neuronal, donc c'est neuropsycho-immunologique, hein, comme je l'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo. Et donc l'anxiété est donc toujours orientée vers le futur, basée sur la peur, focalisée sur l'inquiétude de ce qui est à venir, pouvant conduire à une anxiété excessive, et ça va du coup impacter ta vie quotidienne. Parce que tu veux toujours être là à planifier, anticiper, essayer de tout contrôler, finir en burn-out, ton système ne va plus pouvoir tolérer cette compensation. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, c'était un peu plus technique, mais c'est pour expliquer en très vulgarisé les circuits qui se passent dans le circuit de l'anxiété. Mais aussi, je voulais expliquer l'avantage de la neurologie fonctionnelle, c'est que on évalue en fait ces voies, tout ce que vous voyez là, précisément, et on corrige toute dysfonction ou déséquilibre dans ces voies. C'est-à-dire qu'on n'émet pas d'hypothèse, on évalue, on teste, on voit, on corrige, est-ce que ça a corrigé, on reteste pour être sûr. On corrige seulement ce qui ressort de dysfonctionnel. Donc on peut tout à fait s'appuyer sur les ressentis, l'amélioration ou pas des symptômes du client, mais pas que, puisqu'on réévalue tout le temps à chaque fois. Pardon. Donc dans ces circuits qui sont impliqués dans l'anxiété, cet axe hypophyso-surrénalien, l'amygdale, l'hippocampe, etc. sont des voies qui sont efférentes, c'est-à-dire qui viennent donc du cerveau jusqu'au corps, et on observe du coup une dysfonction dans l'intégration des informations par le cerveau. Et par exemple dans les autres modalités d'autres professions, pardon, on se focus plutôt sur l'entrée et la sortie, input, niveau sensoriel, et la sortie, ce que ça va produire, un mouvement ou n'importe quoi. Mais peu de modalités s'occupent de l'intégration, c'est-à-dire l'interprétation par le cerveau. Et s'il y a un couac à ce niveau-là, s'il y a un problème au niveau de cette intégration, eh ben tu vas aller tâtonner à l'aveugle et tu peux perdre ton temps à aller à droite, à gauche, sans savoir ce que tu fais. En neurologie fonctionnelle, on évalue, on corrige, on reteste. C'est rapide de manière précise et non invasive. Et c'est tout à fait complémentaire, évidemment. Il n'y a pas de discipline meilleure qu'une autre, mais c'est complémentaire si par exemple vous n'avez pas traité ou abordé la problématique de cet angle-là, de ce point de vue-là. Puisque c'est une boucle, hein, ce qui se passe pour vivre, c'est input, entrée, intégration par le cerveau, puis une sortie output, que ce soit un mouvement. L'output ici serait tous les symptômes. Et donc en neurologie fonctionnelle, on s'occupe beaucoup de la partie intégration. Et ensuite, le système se régule tout seul, c'est le pouvoir du système nerveux, c'est-à-dire qu'on va juste donner un coup de pouce au système pour qu'il prenne de nouvelles informations, qu'il interprète d'une nouvelle manière et que les symptômes diminuent, voire disparaissent. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, dépendant d'où vous êtes. À très bientôt. Merci pour votre écoute.